Officiellement, tout fonctionne. La CAF organise, la FIFA supervise, les compétitions s'enchaînent. Mais sur le continent, un autre discours circule. Un malaise, une colère sourde. De plus en plus de voix, dirigeants, supporters, observateurs parlent d'un football africain qui ne déciderait plus vraiment pour lui-même. Des sanctions jugées excessives, des décisions arbitrales qui font polémique, des fédérations qui se disent étouffées par des équilibres politiques plus que sportifs. Ce ne sont pas seulement des débats de dirigeants, ce sont des discussions de rue, de bars, de plateaux télé. Le mot qui revient, souveraineté. Beaucoup ont le sentiment que l'Afrique du football est traitée comme un espace à administrer, pas comme une puissance à respecter. Certaines compétitions récentes n'ont pas seulement livré des scores et des vainqueurs. Elles ont laissé autre chose derrière elles, une traînée de débats, de soupçons, de discussions interminables qui ont dépassé le simple cadre du jeu. Sur le plan de l'organisation, tout n'a pas toujours respiré la maîtrise absolue. Des retards, des choix logistiques critiqués, des décisions mal expliquées. Rien qui n'existe ailleurs dans le football mondial. Mais en Afrique, ces failles prennent une dimension particulière parce qu'elles viennent nourrir un sentiment déjà présent, celui d'un système fragile, exposé, parfois opaque. Puis il y a eu l'arbitrage, toujours sujet sensible partout dans le monde. Mais lors de certains matchs, les décisions ont déclenché bien plus que de la frustration passagère. Elles ont provoqué des vagues de colère, des analyses au ralenti sur les plateaux télé, des débats enflammés dans les rues, sur les réseaux, dans les vestiaires, des pénaltys qui divisent, des cartons discutés, des fautes interprétées différemment selon le camp. Pris isolément, chaque fait de jeu peut trouver une explication technique. Mais accumulé, répété, mal communiqué, il fabrique autre chose. Un climat de suspicion. Ajoutez à cela des images fortes, des rencontres officielles entre dirigeants du football mondial et représentants de certains pays hôtes, à des moments symboliquement sensibles, des gestes diplomatiques normaux dans le monde des institutions, mais qui, vus de l'extérieur, peuvent alimenter une autre lecture. Et là, la question commence à circuler. Pas dans les bureaux, dans le peuple du football, dans les quartiers, dans les taxis, dans les gradins. Une question simple, presque douloureuse. Est-ce que tout se décide vraiment sur la pelouse? Ce n'est pas forcément une accusation, c'est un doute. Et le doute, dans le sport, est un poison lent parce que le football repose sur un pacte invisible. On accepte la défaite si elle est sportive, on accepte l'erreur si elle semble humaine. Mais quand une partie du public commence à croire que l'équilibre n'est plus garanti, que les règles ne s'appliquent pas de la même manière à tous, alors ce n'est plus un simple problème d'arbitrage, c'est un problème de confiance institutionnelle. Et la confiance est le carburant du sport moderne. Sans elle, les victoires perdent de leur éclat, les défaites deviennent suspectes, les compétitions se transforment en polémique permanente. Qu'on partage ou non cette perception, elle existe, elle circule, elle s'enracine. Et dans le football, la perception peut parfois peser aussi lourd que les faits eux-mêmes, car une institution sportive ne tient pas seulement par ses règlements ou ses statuts, elle tient parce que les acteurs, joueurs, dirigeants, supporters, croient en son impartialité. Le jour où cette croyance s'effrite, même légèrement, la structure commence à trembler, pas sous l'effet d'un scandale unique, mais sous l'usure lente du doute. Et c'est exactement là que le football africain se retrouve aujourd'hui, à un moment charnière où restaurer la confiance devient aussi important que gagner des trophées. Dans ce contexte chargé, où la méfiance s'installe et où le besoin de repères devient urgent, un nom revient avec une régularité frappante dans les conversations, les débats télévisés, les tribunes d'anciens joueurs et même dans les discussions de supporters, Samuel Eto'o. Ce n'est pas un simple effet de nostalgie, ce n'est pas seulement le souvenir d'un buteur de génie. Car Samuel Eto'o, dans cette séquence de l'histoire du football africain, dépasse largement la case de l'ancienne gloire reconvertie. Son nom circule comme celui d'un acteur potentiel d'un changement institutionnel, pas juste comme celui d'un héros du passé. Oui, il y a le joueur, impossible de l'effacer, le garçon de Douala devenu star mondiale, le buteur décisif dans les plus grands clubs d'Europe. Les Ligues des Champions, les trophées, les soirées européennes où l'Afrique brillait à travers lui, le quadruple ballon d'or africain, symbole d'une génération qui a prouvé que le talent du continent pouvait régner au sommet du football mondial. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ce CV-là qui alimente le débat, c'est l'homme d'après, le dirigeant.
celui qui a choisi de revenir au cœur du système plutôt que de commenter depuis l'extérieur, celui qui ne parle pas le langage poli, calibré, diplomatique auquel le football institutionnel est habitué. Eto'o, dans son rôle actuel, ne cherche pas toujours à plaire, il cherche à s'imposer, à peser, à exister dans un univers où les décisions se prennent souvent loin du terrain et loin des anciens joueurs. Et c'est précisément cela qui le rend à la fois populaire et dérangeant. Populaire parce qu'une partie du public africain voit en lui un parcours qui ressemble à une revanche permanente. Un enfant parti de peu, confronté très tôt au rapport de force du football mondial, qui a appris à naviguer dans un système dur, parfois inégal, et qui en est ressorti victorieux. Dérangeant parce que ce même homme refuse d'endosser le costume classique du dirigeant discret. Il parle frontalement, il critique ouvertement, il s'expose. Là où beaucoup préfèrent les équilibres silencieux, lui choisit souvent la confrontation. Dans l'imaginaire collectif de nombreux Africains, Samuel Eto'o finit par représenter quelque chose de plus large que le football. La réussite qui ne demande pas la validation des autres, l'audace face aux structures établies, le refus de se contenter du rôle qu'on vous attribue. Il symbolise cette idée que l'Afrique ne doit pas seulement produire des joueurs, mais aussi des décideurs capables de tenir tête aux grandes puissances du football mondial. Bien sûr, cette image est en partie construite par l'émotion, par le souvenir des exploits, par la fierté qu'il a longtemps incarnée sur le terrain. Mais elle s'appuie aussi sur un fait concret. Eto'o a choisi de rester dans l'arène. Il a accepté d'entrer dans la zone la plus complexe du football, la gouvernance, là où les légendes perdent souvent leur aura. Et c'est là que son nom prend une dimension particulière. Il ne représente pas seulement un ancien champion qui parle fort. Il devient, pour certains, la possibilité d'un dirigeant qui comprend le terrain, le vestiaire, la pression populaire et qui n'a pas peur d'affronter les rapports de force. Qu'on adhère ou non à sa méthode, qu'on apprécie ou qu'on critique son style, une chose est indéniable. Samuel Eto'o est aujourd'hui l'un des rares acteurs du football africain capable de susciter à la fois de l'espoir massif et de l'inquiétude au sommet des institutions. Et dans une période où le football du continent cherche un nouveau souffle, cette capacité à provoquer un débat, à cristalliser les attentes, fait de lui bien plus qu'un ancien numéro 9. Depuis son arrivée à la tête de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o n'a jamais laissé place à l'indifférence. Son mandat n'a pas été un long fleuve tranquille, ni une transition silencieuse comme on en voit souvent dans les structures sportives. Il a été mouvementé, exposé, scruté, parfois conflictuel, mais incontestablement vivant. Très vite, le ton a été donné. Eto'o n'est pas entré dans la fonction en adoptant les codes feutrés du dirigeant institutionnel classique. Pas de communication lisse, pas de phrases calibrées pour ne froisser personne. Il s'est exprimé comme il jouait, frontalement, avec intensité, avec la conviction que le rapport de force fait partie du jeu. Là où d'autres privilégient les couloirs discrets, lui choisit souvent la lumière. Il parle, il répond, il conteste, il dénonce ce qu'il estime être des blocages, des inerties, des intérêts installés. Et dans un environnement où les équilibres se maintiennent souvent par le compromis silencieux, cette méthode a forcément créé des secousses. Pour ses partisans Sepsima, c'est précisément ce qui était nécessaire. Ils décrivent un dirigeant qui veut rendre du poids aux acteurs de terrain, club, joueurs, encadrement. Quelqu'un qui pousse pour plus d'autonomie locale, moins de dépendance aux réseaux traditionnels. À leurs yeux, ils tentent d'installer une culture de responsabilité et d'exigence en rupture avec certaines pratiques jugées trop confortables ou trop politiques. Ils voient en lui un président qui ne se cache pas derrière la fonction, qui assume les conflits, qui accepte de s'exposer personnellement, un dirigeant qui ne cherche pas d'abord à durer, mais à marquer. Mais en face, les critiques sont tout aussi fermes. Ces détracteurs estiment que cette gouvernance sous tension permanente fragilise l'institution, qu'un excès de confrontation publique peut user les structures, créer des divisions internes, compliquer les relations avec les partenaires nationaux et internationaux. Ils pointent un style jugé trop impulsif, trop conflictuel pour un univers où la diplomatie et la stabilité sont souvent considérées comme des vertus cardinales. En réalité, ces deux lectures coexistent parce qu'Eto'o incarne une rupture. Et toute rupture produit à la fois de l'espoir et de la résistance. Il bouscule les habitudes, les circuits traditionnels d'influence, les façons établies de faire du football administratif. Et cela dérange forcément ceux qui s'accommodaient de l'ancien fonctionnement. Mais cela parle aussi à une partie du public qui réclamait justement que quelqu'un ose secouer le système.
Au final, qu'on le soutienne ou qu'on le conteste, un constat s'impose. Samuel Eto'o n'est pas un président de transition. Il est un président de confrontation au sens institutionnel du terme, quelqu'un qui accepte que le changement passe par des frictions. Et dans le paysage du football africain, souvent marqué par la prudence et les équilibres silencieux, cette posture fait de lui une figure à part. On peut discuter de ses méthodes, on peut débattre de ses choix, mais on ne peut pas faire comme s'il n'existait pas. Et dans le monde du pouvoir sportif, être impossible à ignorer, c'est déjà une forme d'influence. Sur le continent, le malaise ne se limite plus aux supporters ou aux plateaux télé. Il gagne aussi les sphères dirigeantes. Plusieurs grandes nations du football africain, fortes de leur histoire, de leurs résultats et de leur poids populaire, laissent transparaître une impatience de plus en plus visible. Ce ne sont pas des déclarations spectaculaires, pas toujours des prises de position officielles. C'est plus subtil que ça. Des discours qui changent de ton, des silences qui deviennent éloquents, des réunions où les mots équilibre, équité, transparence reviennent avec insistance. Ces pays estiment avoir grandi sportivement, économiquement, structurellement. Ils exportent des joueurs dans les plus grands championnats. Leurs sélections brillent en compétition internationale. Leurs supporters remplissent les stades et les audiences télé. Pourtant, ils ont parfois le sentiment que leur poids institutionnel ne reflète pas cette réalité. Ils ne demandent pas un privilège, ils demandent une reconnaissance à la hauteur de leur contribution. Plus de clarté dans les décisions, plus de cohérence dans les sanctions, plus de lisibilité dans la gouvernance. En clair, un système où la règle est la même pour tous et où l'Afrique du football ne se sent pas spectatrice de ses propres compétitions. Dans ce contexte, une idée commence à circuler dans certains cercles d'influence. La continuité ne suffira plus. Changer les visages sans changer la logique ne répondra pas au malaise actuel. Il faudrait une rupture de ton, de méthode, de rapport de force. Pas nécessairement une révolution brutale, mais un signal fort que le centre de gravité décisionnel peut se déplacer. Que le football africain peut parler d'égal à égal avec ses partenaires internationaux, sans complexe ni dépendance excessive. C'est dans cette brèche que le nom de Samuel Eto'o prend une dimension particulière. Pour une partie du continent, il ne représente plus seulement un profil de candidat crédible ou médiatique. Il devient un symbole, celui d'une génération d'Africains qui ont réussi au plus haut niveau mondial et qui estiment ne plus devoir s'asseoir au fond de la table quand il s'agit de décider. Eto'o, dans cette lecture, incarne une forme de résistance institutionnelle. L'idée que le football africain peut défendre ses intérêts avec fermeté, assumer ses positions et accepter le rapport de force si nécessaire. Ce n'est plus uniquement une question d'élection, c'est un message envoyé au système. Le temps de la gestion tranquille touche peut-être à ses limites. Le temps des dirigeants qui acceptent de déranger pourrait commencer. Et qu'on adhère ou non à cette vision, le simple fait qu'elle gagne du terrain montre à quel point le débat autour de la gouvernance du football africain a changé de dimension. L'hypothèse de voir un profil comme celui de Samuel Eto'o accéder à la présidence de la CAF ne serait pas une simple alternance de pouvoir. Ce serait un changement de climat, un basculement de style, presque un changement d'époque dans la manière dont le football africain se positionne face à lui-même et face au reste du monde. Parce que Eto'o ne symbolise pas la continuité, il symbolise la rupture de ton. Son arrivée à la tête de l'instance continentale enverrait d'abord un signal fort sur un sujet ultra sensible, l'arbitrage. Dans un contexte où la confiance a été fragilisée par des polémiques répétées, une présidence de ce type mettrait probablement ce secteur sous une surveillance accrue, plus de communication, plus de justification des décisions, plus de pression interne pour réduire les zones grises. Non pas parce que le problème est uniquement technique, mais parce que la crédibilité des compétitions repose là-dessus. Ce serait aussi une gouvernance plus exposée, moins de décisions prises loin des regards, plus de prises de parole, plus de débats publics, plus de confrontations directes avec les critiques. Un fonctionnement plus politique, au sens noble du terme, assumer les désaccords au grand jour plutôt que les absorber dans des compromis silencieux. Mais le véritable changement se situerait sans doute dans les rapports avec les grandes instances mondiales. Depuis des décennies, la relation entre la CAF et la FIFA s'est construite sur un équilibre délicat. Coopération, dépendance financière, intérêts communs, diplomatie permanente. Un président au profil combatif pourrait chercher à redéfinir ce rapport, à réclamer davantage de marge de manœuvre, à peser plus fermement dans les décisions qui concernent le continent.
Cela ne signifierait pas une rupture ouverte. Le football mondial fonctionne par alliance et aucun continent n'est isolé. Mais cela pourrait signifier une posture plus affirmée, moins consensuelle, plus exigeante, moins de diplomatie feutrée, plus de négociations sous tension, plus de rapports de force assumés. Et c'est précisément ce qui rend ce scénario si sensible. Le football mondial, comme toute grande structure, préfère la stabilité. Il avance par équilibre, par réseau, par relation de long terme. Un dirigeant qui arrive avec une image de perturbateur, de réformateur pressé, peut être perçu comme un facteur d'incertitude. Mais pour ses partisans, c'est exactement ce dont le football africain a besoin. Quelqu'un prêt à accepter cette zone de turbulence pour tenter de repositionner le continent dans le jeu institutionnel mondial. Au fond, le débat ne porte pas seulement sur un homme, il porte sur une question stratégique. Le football africain doit-il continuer à privilégier la stabilité diplomatique ou accepter une phase de tension pour redéfinir son poids et sa voix? Si un profil comme celui d'Eto'o arrivait à la tête de la CAF, cette question ne serait plus théorique. Elle deviendrait le cœur du match. Autour de la figure de Samuel Eto'o, il ne se joue pas uniquement un débat de gouvernance. Il se joue aussi quelque chose de plus diffus, de plus profond, presque intime pour une partie du public africain. Une charge émotionnelle qui dépasse la logique institutionnelle. Car pour beaucoup de supporters, Eto'o n'est pas seulement un ancien joueur devenu dirigeant potentiel. Il est lié à des souvenirs collectifs, à des nuits européennes où un Africain faisait basculer des finales, à une époque où voir l'un des leurs dominer au plus haut niveau mondial n'était plus une exception, mais une réalité éclatante. Ces images ont marqué une génération. Elles ont construit une fierté. Et cette fierté, aujourd'hui, se projette sur l'homme qu'il est devenu. Dans certains discours populaires, cela va très loin, trop loin, diront les esprits les plus rationnels. On parle de destin, de mission, de symbole presque historique, comme si son parcours de l'enfance modeste au sommet du football mondial n'était pas seulement une réussite individuelle, mais une trajectoire qui devait forcément le ramener à un rôle plus grand, plus collectif. Bien sûr, cette lecture peut sembler excessive. Le football reste un sport et ses institutions ne se transforment pas par la seule force d'un symbole. Mais il serait naïf de balayer cette dimension émotionnelle d'un revers de main. Parce qu'elle révèle autre chose. Elle révèle à quel point une partie du continent ne cherche pas simplement un gestionnaire. Elle cherche une figure forte, quelqu'un en qui elle peut projeter un espoir de dignité, de respect, de reconnaissance sur la scène mondiale. Quand des supporters parlent d'Eto'o comme d'un destin africain, ils ne décrivent pas une réalité politique. Ils expriment un besoin, celui de croire que le football africain peut être dirigé par quelqu'un qui en a connu les luttes, les barrières, les regards de condescendance parfois, et qui a prouvé qu'on pouvait les dépasser. C'est le signe d'un moment particulier, quand un sport cesse d'être seulement un jeu pour devenir un espace de représentation, presque de réparation symbolique. Cela ne garantit rien, ni succès automatique, ni gouvernance idéale. Mais cela dit une chose essentielle, le désir de changement n'est pas superficiel, il n'est pas médiatique, il est émotionnel, enraciné, porté par des années de frustration, d'admiration, d'attente. Et quand une figure sportive concentre à ce point les espoirs, les débats, les passions d'un continent, cela signifie que le problème dépasse les hommes. Il touche à la place que l'Afrique estime méritée dans l'ordre du football mondial. Eto'o, dans cette histoire, est peut-être un candidat, mais dans l'esprit de beaucoup, il est devenu le miroir d'une aspiration bien plus grande que lui. Au bout du compte, le débat qui traverse aujourd'hui le football africain dépasse largement la personne de Samuel Eto'o. Son nom concentre les passions, cristallise les espoirs et les craintes, mais il n'est peut-être que la surface visible d'un mouvement plus profond. La vraie interrogation est structurelle, historique même. Le football africain, fort de son talent, de sa jeunesse, de son public immense et de son influence culturelle, peut-il enfin écrire son développement selon ses propres priorités? Peut-il définir ses calendriers, ses standards d'organisation, ses modèles économiques, non pas en réaction permanente, mais en initiative? Peut-il s'installer dans une relation d'égal à égal avec les grandes instances mondiales, non pas dans l'opposition systématique, mais dans un partenariat où sa voix pèse réellement dans les décisions qui le concernent directement? Peut-il surtout protéger ce qui fait sa richesse? Ces joueurs, souvent formés dans des conditions difficiles avant d'illuminer les plus grands championnats, ces compétitions qui sont des vitrines de fierté continentale et sa crédibilité, ce capital invisible sans lequel aucun trophée n'a vraiment de valeur, ces questions existaient déjà
mais elles étaient parfois murmurées, fragmentées, dispersées. Aujourd'hui, elles s'agrègent. Elles prennent forme dans les débats publics, dans les prises de position, dans cette volonté de ne plus seulement participer au système, mais d'y peser davantage. Dans ce contexte, Eto'o peut être vu de deux façons. Pour certains, il est l'homme capable d'incarner cette phase de transition. Quelqu'un qui connaît le sommet du football mondial, qui comprend ses mécanismes et qui n'a pas peur d'assumer un rapport de force si nécessaire. Pour d'autres, il est le symbole d'un risque, celui d'une gouvernance sous tension permanente, d'un style qui pourrait créer des frictions internes et internationales à un moment où la stabilité est aussi un enjeu. Mais qu'il soit solution ou facteur d'incertitude, une chose semble acquise. Le débat qu'il cristallise ne s'éteindra pas avec une élection ni avec une déclaration. Parce qu'il ne parle pas seulement d'un dirigeant, il parle d'une génération d'acteurs du football africain qui ne veulent plus seulement briller sur le terrain, mais aussi dans les salles où se prennent les décisions. Le match qui s'ouvre n'a pas de tribune bruyante ni de pelouse éclairée. Il se joue dans les rapports institutionnels, dans la gouvernance, dans la capacité à transformer une puissance sportive en puissance décisionnelle. Et comme dans tout grand match, il n'y aura pas de victoire facile. Mais pour la première fois depuis longtemps, la question est posée ouvertement. Le futur du football africain ne se jouera peut-être pas seulement au score, il se jouera dans la manière dont il choisira de se tenir dans le concert du football mondial.